Vous écoutez Radio Air Libre 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez nous écouter en formant également le www.radioairlibre.be si vous n'habitez pas à Bruxelles. Et ceci donc dans le monde entier. Face aux béni-oui-oui, aux gagnants et à ceux qui, lors de leur accession pontificale, s'autoproclament bien dits, les maudits voudraient redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et enfin surtout aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cette série d'émissions pour participer à l'émancipation du genre humain. L'émission de ce soir comprendra deux parties. La première sera consacrée au Brésil et j'ai invité dans ce cadre deux amis, Bismarck et Pedro, qui, à partir d'une musique, enfin d'un CD de rap brésilien, vont nous aider à comprendre un petit peu la situation dans les favelas, en particulier au Brésil. Alors, je vais commencer par une première partie dans l'émission consacrée donc à la vie dans les favelas et les problèmes de la jeunesse, hein, en interrogeant Bismarck et Pedro, mais je vais vous lancer d'abord un CD pour inaugurer notre propos. Alors, toma na minha mão sorriso
Voilà, alors je vais peut-être demander à Pedro de nous expliquer un petit peu ce qui est dit dans ce texte en brésilien. Bon, le début, c'est l'histoire en fait d'un jeune qui dit qu'il n'a pas réalisé les rêves que sa mère voulait, donc qu'il ait un diplôme, qu'il va à l'école. Il a commencé à dealer de la drogue et tout. Et au bout d'un moment, il a commencé à devenir accro. Et il s'en foutait en fait les efforts que sa mère faisait parce qu'ils étaient pauvres. Donc, il s'en foutait les efforts que sa mère elle travaillait. Elle donnait presque toute sa vie pour qu'ils aient à manger chez eux et tout. Et lui, il s'en foutait. L'argent qu'il avait en dealant de la drogue, il gaspillait avec les filles, l'alcool et le billard et tout. Et le refrain dit que le refrain, en fait, fait bien comprendre que à la fin de l'histoire, sa mère meurt, quoi. Parce que il dit que sa mère lui manque et qu'il n'y a que la douleur de la nostalgie, quoi. Donc, au décourant de l'histoire, il dit à sa mère que si elle l'empêche de dealer, il va la tuer. Il dit des méchancetés, quoi, qui blessent sa mère. Et il va en prison plusieurs fois. Et sa mère, tous les jours, allait lui apporter de la nourriture. Et même pendant la nuit et tout. Et une fois sorti, il disait qu'il allait reprendre le droit chemin. Mais il n'arrivait pas, en fait, à cause du vice. Et il reprenait le chemin des drogues. Et à la fin, il va voler, en fait, en manque de drogue, il va voler un magasin. Et il y a un policier qui lui tire dessus. Et en fait, il a cherché beaucoup d'abris, mais la seule porte qui s'est ouverte, c'est celle de sa mère, qui l'a accueilli et qui a convaincu un pharmacien de l'aider et de le soigner. Et sa mère, elle mendiait de l'argent dans les bus, dans les stations et tout, pour payer ses médicaments, sinon elle allait crever. Et à la fin, même après tout ça, il retombe dans les vices. Et un jour de Noël, il sort, il va boire, prendre de la drogue et tout. Et quand il revient, en fait, il y a un voisin qui l'appelle et qui lui dit que sa mère a eu une crise cardiaque parce qu'elle le cherchait dans la rue. Donc, dans le refrain, c'est pour ça qu'il dit que sa mère lui manque et qu'il regrette tout ce qu'il a fait, quoi. C'est ça. Et alors, ce genre de thématique dans le rap, c'est fréquent ou c'est vraiment une chanson particulièrement originale? Est-ce que parce qu'il me semble qu'un jour Bismarck m'a fait passer chez moi à domicile, je ne sais pas si c'était la même chanson ou une autre. Non, c'était pas la même. Et qui allait aussi dans le même état d'esprit, Non, une sorte. Les rap brésiliens, il y a, c'est pas particulier, ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça, que ça se passe au Brésil. Les jeunes, à l'âge de 6 ans, ils n'ont rien à manger chez eux. Leur maman, ils travaillent, mais comme ils ont envie de boire une Coca-Cola, quelque chose comme ça, donc ils vont voler, ils vont faire des mauvaises choses pour avoir l'argent. Et c'est là qu'elle commence, parce que les gens qui sont déjà les trafiquants, les chefs, ils offrent l'argent aux jeunes. Ils se donnent un flingue, un fusil. Oui. Et voilà, si vous travaillez pour nous, vous auriez tout ce que vous avez envie. Et ce dont tu es en train de parler, c'est dans les chansons ou ce qui se passe? Parce que j'ai pas saisi. Tu es en train de dire ce qu'on entend dans les chansons. Dans les chansons, oui, mais et ça correspond. Dans la vraie vie, quoi. Dans la vie réelle aussi, c'est pareil, quoi. Mais ta chanson est moralisante. Donc ça veut dire que. Oui, en fait, les rap brésiliens, la plupart est moralisant, quoi. En fait, ils racontent l'histoire, une tragédie, pour en fait mettre dans la tête des jeunes qui ont été dans la même situation, de ne pas commettre la même erreur. Ah oui.
Donc la plupart des raps c'est comme ça quoi. C'est ça. Et C'est un genre, ce sont des commandes, ou bien c'est ce mouvement ce genre de thème est apparu spontanément, quitte à être exploité par effectivement l'industrie du disque par la suite. Non, c'est eux qui écrivent les paroles. Quoi. C'est eux qui écrivent les paroles. En fait, ces paroles, normalement, ces gens écrivent leur musique quand ils sont dans les prisons. Ah, c'est ça. C'est pas quand ils sont dehors, parce que dehors ils sont en train de se droguer, faire le trafic. Donc quand ils sont dans les prisons, là c'est là qu'ils ont le temps pour réfléchir à ce qu'ils ont fait. Et c'est comme dans ces chansons là qui vient de passer, il dit que c'est trop tard pour demander d'excuses à sa mère. Oui. Parce qu'elle est plus là. Mais il a regretté quand même, mais c'est trop tard. Il sait plus demander d'excuses. Mais ça, ils ont le temps de réfléchir jusqu'à quand ils sont dans la prison. Donc, Pedro voulait dire quelque chose, je crois, non? Ah non, parce que je voyais que tu étais prêt à t'exprimer. Il y a même une chanson que je l'aime bien, mais j'ai pas cette chanson ici. Un rappeur, il raconte l'histoire qu'il utilisait de la drogue. Il était dans la rue, il l'utilisait, il cherchait quelque chose, mais il ne trouvait rien. Parce qu'il était dans un autre monde. Et après un temps, quand il s'est réveillé, quand l'effet de la drogue était passé, il se disait, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Mais quand même, il n'arrivait pas à arrêter. 2 heures après, c'était la même chose, la même histoire. Des amis, la drogue, l'alcool, voler, des choses comme ça. Ah oui. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer quelle est l'origine en fait un petit peu de ta famille et comment ça se passait au Brésil avant que tu arrives en Belgique? Alors, quand tu étais enfant, très tôt, tu as dû travailler dans les champs avec ton père et avec tes frères et sœurs, à 6-7 ans, je crois. À 6 ans, j'ai commencé. À 6 ans. Ouais. Et donc, ton père était travailleur saisonnier, si j'ai bien compris. Il allait travailler de là où il y avait un travail de domaine en domaine, hein, dans des grandes propriétaires fonciers, c'est comme ça, chez des grands propriétaires fonciers. Et puis, il était là pour quelque tant qu'il y avait du travail. Et puis, vous vous déplaciez, ce qui posait des problèmes pour la scolarité aussi pour vous. Hein. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu donc, c'est dès 6 ans que tu t'es mis à travailler dans les champs. Dans les champs, oui. Et c'était quel genre de travail? Mais l'agriculture dans les champs, ça se passe pas comme ici, parce que où on travaillait, si on était là, c'est parce qu'il n'y avait pas de machine. Oui. Donc c'était un travail dur. Bon, pour moi, à mon âge, oui, mais pour mon père, non. Mais et qu'est-ce que toi tu faisais, par exemple, à ton âge? Attends, à mon âge, pour expliquer ça en français. En fait, il retournait la terre, quoi. Ah oui, retourner la terre, oui. Les aliments, des tomates, tout ça, j'ai prenais dans des caisses pour les camions, des travails comme ça, oui. Et alors, vous perceviez un petit salaire? Comment ça se passait? Ou c'est ton père qui touchait, j'imagine? Oui, bien sûr, pardon. Oui. Mais quand même, le salaire que mon père touchait, c'était énorme. Mais vous étiez combien? À 5 à travailler? À 5 à travailler, oui. Ah oui. Mais... Et ta maman, elle travaillait ou elle était à la maison? Non, ma maman, elle était à la maison parce qu'elle devait préparer la nourriture. Mais quand même, elle ramenait la nourriture où on était. Oui. Tous les jours. Donc à midi, on avait à manger. Oui. Mais le problème, c'est que on n'avait pas toujours à manger. Ah oui. À cause de l'alcool. Parce que mon père, on gagnait beaucoup d'argent. Mais... Enfin, beaucoup, tout est relatif. Hein. Non, mais quand même, c'était pour nous... on pouvait avoir une vie raisonnable, quoi. Oui. Mais mon père, il sortait, quand il touchait de l'argent, il sortait, et on savait pas où il partait. Il sortait, il disait, je vais aller acheter des nourritures à manger, mais il venait avec rien, juste bourré, saoul. Ah oui. Et là, ce qu'on avait à manger... Et tout partait là-dedans, quoi, je veux dire, une grande partie. Oui, une grande partie, oui. À la fin, quand il arrivait, il y avait plus rien. Et là, c'est là qu'il commençait à taper, parce qu'il était bourré, il était saoul. Je crois que ça lui énervait parce qu'il n'avait pas acheté ce qu'il devait. Oui, et quand il arrivait, il nous voyait ses enfants, sa femme. On avait faim, on voulait manger, on voulait boire une coca, des choses comme ça, mais il n'y avait pas parce qu'il n'avait rien acheté. Et ça, je crois que ça lui énervait.
Et pour ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais là, il commençait à nous taper, à foutre le bordel chez moi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, donc en fait, c'est vraiment les récits que l'on peut lire concernant un petit peu la situation ouvrière au 19e siècle en Belgique ou en France, par exemple. Hein. Oui. Donc vraiment, je ne sais pas, entre 1800, au 19e siècle, Oui. hein, où les enfants travaillaient dès 5 ou 6 ans, là dans les mines, les petits-enfants, comme ils étaient tout petits, pouvaient aller au fond de justement des boyaux, et eux seuls pouvaient retirer les petits morceaux de charbon que les adultes ne pouvaient pas retirer. Enfin, vous, c'était dans le domaine champs, agricole, différent, bien entendu. Et puis, voilà. Hein, c'est ça. Et puis, c'est tout à fait le même scénario. Hein, la boisson, l'alcool, oui. Voilà, l'alcool, c'est le même scénario. C'est le même hein. scénario, oui. C'est le même scénario. Et puis, en fait, donc, question école, justement. Alors, du coup, vous passiez, toi, tes frères et sœurs, vous alliez quand même un petit peu à l'école, à certains moments, quand même? Normalement, quand on partait pour travailler dans un endroit, c'était normalement pendant 6 mois. Ah oui. On restait là-bas 6 mois. Mais le problème, c'est que on devait étudier la nuit. L'école au Brésil, c'est pas comme ici, on n'étudie pas toute la journée. Oui. Il y a des parties, une partie étudiée de 7 à 11h30, une autre partie de midi et demi jusqu'à 17h, une autre partie de 6h jusqu'à 10h du soir. Ah oui. Mais comme on travaillait la journée, aussi, hein, oui, on travaillait la journée, on devait étudier le soir. Mais comme on habitait dans les champs, dans les fermes, on devait prendre, il y a une voiture qui passait pour prendre les élèves. Oui. Et là, on arrivait chez moi, de retour de l'école à minuit. Ah et on devait se réveiller à 5h30 du matin. Ben, c'est Donc, tout à fait le 19e siècle. Hein. donc, oui, enfin, dans nos régions, ça se passait, voilà. Sauf qu'il y a un siècle et demi de distance entre les deux. Oui. Donc, Mais ça existe toujours. Hein. Oui. On pense que ça a arrêté, même ça continue. Ça, je connais des familles au Brésil que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, oui. C'est la misère. C'est toujours comme ça. Oui. C'est ça. Et puis alors, tu m'avais expliqué que c'était une famille aussi, ça c'est une caractéristique du Brésil, très mélangée, je veux dire. Oui, mais c'est typique, c'est une société, je dirais, très... C'est pour ça qu'au Brésil, on a des blancs, des noirs, des métis, des mulâtres, voilà. On a tout. Et toi-même, tu m'as dit ma grand-mère, elle était indienne. Oui. Du côté de ton père? Du côté de mon père, mon grand-père, donc je le connais pas, mais je sais qu'il était un grand fermier, mais je sais pas. Oui. Ça dépend de l'état aussi du Brésil, comme c'est un pays énorme. Oui. Il y a. Oui, mais je parle de ta famille, hein. Je parle pas des autres. Hein. Dans ta famille, donc ton grand-père, tu ne sais pas très bien qui c'était. Tu sais que c'était un grand propriétaire. Oui, c'était un blond. Donc là, je ne sais pas s'il était vraiment brésilien, portugais, espagnol, je ne sais pas. Et c'est lui qui avait pris ta grand-mère avec un lasso dans l'indienne. Voilà, l'indienne. Oui. Voilà. Donc on parle de certaines choses qui se passent à New York pour l'instant, mais là, ta grand-mère était prise avec un lasso par ton grand-père qui est un propriétaire terrien. Bon, c'est ma mère me raconte ça et ma grand-mère aussi. Voilà. Et alors du côté de ton père, lui? Mais du côté de mon père, comme mon père c'est un noir. Oui. Là, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un peu de. Mais ton père est noir. Noir, l'africain. On va dire la couleur africaine, quoi. Oui. Elle est vraiment noire. Ah, et ma mère, elle est un peu. Elle est claire, elle n'est pas métisse ni. Mais c'est une société très métissée. Oui, très métissée. Oui, mais c'est ça, c'est une caractéristique du Brésil. C'est ça. Et alors par la suite, comment ça s'est passé? Dans l'évolution de ta vie avant que tu arrives en Belgique, dans les grandes lignes, hein, parce que j'aimerais bien interroger Pedro aussi sur l'origine de sa famille. Hein. À l'âge de 10 ans, si je ne me trompe pas, 10 ans, 9 ans, ma sœur s'est mariée pour sortir de la maison parce qu'elle n'arrivait plus. Rester avec mon père parce que c'était impossible. De l'enfer. Oui, franchement, oui. Même mes frères, il y a le premier qui est parti aussi quand j'avais 10 ans. Il s'est enfouillé. Ah ouais. Les autres, les jumeaux. Ils sont partis. Les jumeaux. Oui, ils sont partis aussi. Et moi et ma mère, on est partis quand j'avais 11 ans. 11 ans. Oui, parce que mon père, il avait bu.
Ouais. Il avait pris encore une fois l'argent. Il est sorti, il a bu, il a oublié de payer les. Au Brésil, c'est pas Electrabel, mais c'est la même chose. Ouais, 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 ouais. Il est arrivé, il était énervé. Oui, Il a dit, je vais sortir encore une fois, je vais aller trouver d'argent. ouais. Et ma mère et moi, on avait peur parce qu'on savait quand il allait arriver, Revenir. oui, revenir. Ça allait être Oui. l'enfer. Là, et là, on est parti. Ah, Et ouais. c'est là que ma mère, elle est venue en Belgique. Ah oui, c'est ça. Et moi, j'ai habité avec ma sœur qui était mariée. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer des sports parce qu'avant, je faisais Ah, pas, ouais. j'avais pas le temps. Et que tu es devenu footballeur d'ailleurs. Hein? D'abord, j'ai joué dans les handball Oui, à la sélection brésilienne. oui. Et après, je suis devenu ma vraie passion, c'est football. Oui. Donc pour Ce ça, qui est le rêve de beaucoup d'enfants, je dirais, qui est en difficulté là-bas, parce que non, le seul espoir de promotion De sociale, promotion, ouais. c'est le football. Hein, au il y a Brésil. 9 sur 10 qui D'où le rêvent de ça. drame quand la France a gagné 3-0. Ah, voilà, ça, il y a- c'est- C'était le drame, puisque c'était Ouais. le seul espoir C'est le d'ascension seul espoir, sociale ouais. pour les Ah, jeunes oui, oui, brésiliens. oui. Mais voilà, D'être c'est battu ça. 3-0, c'était le drame. Hein, C'est ça, oui. Et là, je suis venu ici en Belgique avec l'espoir de jouer le foot. Oui. J'ai déjà eu des contrats à Bruges, j'ai joué à Dubaï, à Bruxelles, Tubize, mais Oui, à cause de le document, oui, tu n'avais pas les documents. qu'il pas le fallait. document, je ne pouvais pas jouer. Oui, c'est ça. Donc voilà, Donc c'est toujours le problème. le problème. Les sans-papiers, hein, c'est ça. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours le même problème. C'est ça. Et alors, du côté de Pedro, explique-nous un petit peu. Alors, tu m'as dit que toi, ton histoire personnelle et moins malheureuse, ce sont tes parents qui eux, ont souffert, c'est la génération précédente. Hein. Tu peux expliquer comment ça s'est passé en quelques mots? Bon, c'est à peu près aussi la même histoire que Bismarck. Ma mère, à 8 ans, elle a dû commencer à travailler, Oui, elle gardait des enfants plus petits qu'elle, oui. et elle n'était pas À quel payée. âge? À 8 ans? À 8 ans, oui. Oui. Elle n'était pas payée, parce que c'était de la famille, donc Oui. elle n'était pas payée, quoi. Ils étaient juste... ils l'accueillaient juste et ils leur donnaient la nourriture, c'est tout, quoi. Oui, Et mon grand-père aussi il faisait à peu près comme le père de Bismarck. Il travaillait dans l'entreprise Coca-Cola à l'époque. Et tout l'argent qu'il gagnait, arrivé le vendredi, il sortait. Il revenait que le dimanche soir. Et si ma grand-mère n'avait pas fait la nourriture, il cassait tout. Il la tapait, il l'agressait. Et c'était comme ça pendant plusieurs années. Jusque quand ma mère a rencontré mon père et mon grand-père s'est fâché et l'a chassé. Et elle a été habitée chez les parents de mon père. Mon père, il avait perdu sa mère aussi à 7 ans, très jeune, quoi. Et il habitait chez sa tante. mais à la différence de Bismarck, Mhm. qui lui vivait dans un milieu rural, à la campagne, toi, ta famille est d'origine urbaine, si j'ai bien compris. C'est plutôt en ville, hein, que tu as. C'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Moi, oui, mais mes Ah, parents, non. Tes parents, c'était aussi à la campagne. Ah oui. Et mon père, il habitait avec sa tante, quoi, qui avait aussi 4 enfants. Eux, ils étaient 4 frères et sœurs. Donc ça faisait 8 enfants dans une même maison. Mon père dit que quand il était petit, son rêve était de manger un œuf cuit entier, quoi. Parce que en fait, à l'époque, l'argent qu'ils gagnaient n'était pas suffisant pour qu'ils mangent un œuf. Oui, c'est ça. Chacun mangeait un œuf entier, quoi. Ils devaient le partager en 4 ou. Et puis, avec le temps et tout, mon père a commencé à travailler et il a rencontré ma mère. Et là, ils se sont mariés. Mais eux aussi, ils se sont jamais trop bien entendus. Mais la situation financière, elle s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Et quand ils m'ont eu, ils étaient déjà bien stables, quoi. Ah oui. Donc toi, tu n'as pas été dans la situation de Bismarck de devoir Non. travailler. Tu es arrivé en Belgique à 6-7 ans, je crois. Oui, hein. c'est ça, oui, Oui. c'est bien ça. Et donc, Donc- tu as eu une scolarité normale en Belgique, si je puis Oui, dire. oui. J'ai eu une scolarité normale, une vie à peu près normale, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu différent, quoi. Tandis que Bismarck, là, c'est pour ça qu'il faut un peu le féliciter ici, puisque je suis son professeur, Professeur, hein, d'histoire. voilà, d'histoire. Hein, il va dire que bon, toi, tu as eu une scolarité très mouvementée, parce que Oui. tu n'as pas eu l'occasion de
d'avoir une école, de Fixe. suivre des études primaires normales, études secondaires, tu t'es arrêté pratiquement à 14 ans, je crois, c'est ça, hein? Non? Non, je suis arrêté à 15 ans, quand j'avais À l'âge 15 ans, mais 15 enfin, tu n'allais pas à tous les cours, je crois. Non. Non, c'est ça, hein, Non. c'était très... Voilà, c'est ça, parce qu'il fallait aussi gagner sa vie, Oui, c'est ma ça, vie, oui. c'était gagner ta vie, hein, c'était ça l'essentiel, hein. C'était pas du tout du décrochage pour des raisons, qu'on pourrait imaginer. Non, c'est vraiment pour gagner ta vie. Et puis alors, tu as décidé, il y a un an, de te remettre aux De me études remettre pour aux essayer études. d'avoir un diplôme de fin de secondaire, hein. Oui. Ce qui est très courageux, parce que donc pendant des années, tu as arrêté. Oui. Et puis et surtout de passer un diplôme dans un pays, Que c'est pas dans le mien, lequel quoi. Oui, c'est pas le tien, mais c'est surtout que la langue est La différente. langue est parce différente, que tu oui. serais au Portugal, ce serait peut-être plus facile. Mais ici, en tout cas, d'apprendre le français, Le français. pas seulement pour le parler, mais pour l'écrire Pour aussi. l'écrire aussi, ou lire, Donc oui. tu as dû être vraiment repartir à zéro pour Oui, tout, en fait, je suis là depuis 6 ans, Oui, mais depuis que je suis arrivé ici, comme j'ai essayé de jouer le foot, ça n'a pas marché. oui, J'ai dû commencer à travailler en noir dans les bâtiments, bien sûr. comme tous oui. les autres. Oui, Et je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans une école ici. c'est ça. Et maintenant, avec la chance que j'ai eue, Oui, pendant 6 mois, 6 mois, 6 mois, je me suis mis à étudier le français, maths, histoire, géo, oui, oui. pour pouvoir présenter ces examens, que j'ai fait savoir le résultat demain. Demain soir, Ouais. tu auras les résultats, oui. Voilà. En espérant Donc que c'est le j'ai bien jury réussi. central, hein. Oui. Ouais. En espérant que j'ai bien réussi. Oui. Mais c'est pas facile parce que apprendre une langue, une matière d'histoire que vous connaissez bien, que je ne savais. Si vous Ah, me demandez non. avant qui Tu ne était savais- Napoléon, je savais pas vous Non, répondre. ça. non. Donc voilà. Parce que non seulement il y avait le problème, c'est Le que tu n'avais pas problème. été loin dans ta scolarité, Dans ma scolarité. mais en plus de ça, tu viens d'un autre Dans continent où des personnages qui pour Et nous seraient aussi, évidents et ne aussi sont la pas langue. là-bas, hein. Et aussi la langue que j'ai. Et la langue, oui. Oui. Et donc pendant 6 mois, je me suis mis dedans pour apprendre d'abord la langue, aussi une matière c'est maths, Oui, oui. c'est compliqué, géographie et histoire. Et puis après, tu auras encore d'autres disciplines, Oui. hein. Maintenant j'aurai chimie et biologie. Biologie, et voilà. Pendant 2 mois, je dois Et tout apprendre ça aussi. pour toi, ce sera neuf, hein, au fond. Oui, bien Tu sûr. as oui. tout appris à partir de rien. À partir Non, de rien. oui, j'ai pas de Quand base. moi je t'ai connu il y a moins d'un an, tu Oui. ne savais rien. Non, et non, bon, voilà. des choses qui nous paraissent parfois évidentes. Puis Pour il fallait moi, tout recommencer à tout zéro. recommencer, La ouais. Révolution française, tu n'avais jamais Ça, entendu non, parler. jamais entendu, non. T'avais jamais. Mais non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte ce que c'est. Hein, tout, hein. À zéro. Une personnage que je connaissais bien, c'était Hitler, mais Oui, mais c'était le seul. Hein, oui. Voilà. je ne savais pas qu'à l'époque, qu'est-ce Non. qu'il faisait, je savais qu'il était Non. méchant, c'est tout. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Et c'est vrai que des personnages, même dans l'histoire du communisme, tu n'as jamais entendu parler ni de Lénine, ni de Non, Staline, non, rien de jamais. tout ça. Non. Voilà. Je ne fais pas du tout de publicité pour qui que ce soit ici. Hein. Mais non, mais c'est pour dire des choses qui nous paraissent tellement évidentes, Ouais. voilà, qui sont des points de repère, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir, mais au moins ce sont des points de C'est de repère. répondre à père, oui. Hein, et là, tu Et es ça, parti c'est- de, ouais, mais de c'est zéro. bien, oui. On se rend pas compte, hein, quand même, hein, tu vas avoir 23 ans, je ne sais plus. 23 ans, oui. 23 ans, c'est pas évident hein, de recommencer tout comme ça. Voilà, donc je voulais quand même te féliciter. Et Merci. j'espère que demain, les résultats seront... Oui, ça, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, tu auras fourni l'effort qu'il Ah oui, bien sûr. fallait fournir. Hein. C'est très courageux. Hein. Merci. Voilà, alors, on en a encore pour quelques minutes, et puis on va passer à la deuxième partie de l'émission. Ok. Qu'est-ce que vous avez... Enfin, je vais commencer par Bismarck, hein, puisqu'il a quand même... il est arrivé plus récemment en Belgique. Qu'est-ce qui t'a frappé comme contraste, et ça va me permettre de faire le lien avec la suite de l'émission. Quand tu es venu du Brésil, Oui. et que tu es arrivé en Belgique il y a 6 ans, qu'est-ce qui t'a frappé, puisque dans la deuxième partie de l'émission, on va parler un petit peu de la remise en question de notre société. Enfin, un peu beaucoup, je suppose. Hein? Et donc, c'est intéressant de partir d'un autre monde, d'une autre planète, qui est quand même notre planète, c'est la même planète. Ouais. Mais en même temps, quand on entend ce qui se passe ici, on ne se rend pas toujours compte que ça se passe en même temps qu'ici. Moi qui suis professeur d'histoire, j'ai l'impression d'entendre la voix du passé. Oui. Or, ça se passe simultanément. Hein? C'est la même planète. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui t'a frappé de prime abord quand tu es arrivé ici, les premières choses qui t'ont frappé dans la société,
voilà, ça m'intéresse un petit peu parce que peut-être quand on va reprendre la suite de l'émission, ça permet d'avoir peut-être un regard un peu extérieur Oui, mais par rapport à notre sujet. D'abord, c'est le climat. Le quoi, j'ai pas entendu? Le climat. Ah, le climat, bien sûr. C'est pour rigoler. Non. Je sais que tu as souffert parce qu'effectivement. Ah oui, bien sûr. Non, mais bon. Oui. En fait, quand je suis arrivé ici chez ma mère, j'arrive, elle a un bel appartement, un beau appartement. D'abord, au Brésil, on n'avait pas de frigo, la première chose. Je vois qu'il y a un frigo. J'ouvre le frigo, c'est rempli. Oui, c'est intéressant, oui. Au Brésil, on n'avait pas ça. Non. Je vois que tout ce que j'avais envie au Brésil de pouvoir goûter, j'avais ici. Oui. Mais quand même, il y a quand même des difficultés ici pour les étrangers. Pour vous, maintenant que j'ai mes papiers, je viens de les avoir. Je vais savoir comment ça va se passer pour moi. Mais pour nous, il y a quand même des difficultés ici parce que d'abord, on travaille en noir. Oui. On doit se cacher tout le temps. On a peur, on sort de chez nous, on ne sait pas si on va revenir. On ne sait pas ce qui va se passer, si la police va nous attraper. Et ça s'est passé déjà avec moi 2 fois. Quand j'ai laissé le foot, que je ne pouvais pas, j'ai commencé à travailler. En rentrant du travail, la douane me contrôle, voilà. J'ai resté 7 jours en prison. Ça m'a touché parce que je suis un travailleur. Je n'ai jamais fait de mauvaises choses ici, ni au Brésil. Mais quand même, je sais qu'ils doivent faire ça parce que les gens qui travaillent ici en noir, ils se prennent beaucoup l'argent de nos gouvernements. Oui. Alors, Médée veut intervenir. Je voulais intervenir, rebondir sur la question de la prison, qui a l'air d'être quelque chose que vous connaissez bien, et sur ce que tu viens de dire, à savoir, moi, j'ai jamais fait de mauvaises choses et je me retrouve en prison. Tu t'es retrouvé en centre fermé ou en prison ? D'abord en centre fermé, après en prison. Ok. Mais du coup, voilà, j'imagine que par rapport à ce vécu-là, de devoir rester caché, il y a quand même une remise en question de ça revient souvent dans ce que vous dites dans votre vie, à savoir le droit chemin, les mauvaises choses. Quelle morale vous avez construite vous par rapport à qu'est-ce que c'est une mauvaise chose ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se retrouvent en tôle et que ça doit pas être nous ? C'est quoi la différence entre ce que... Est-ce que tu comprends le sens de ma question ? Oui, quand j'ai parlé de mauvaises choses, d'abord, mon père m'a appris à travailler. Donc, je n'ai jamais piqué une chose. Comme il y a beaucoup de gens qui restent dans la rue, qui traînent dans la rue, juste pour piquer des sacs, des choses comme ça. Et ces gens-là ne vont pas en prison. Et je comprends pas pourquoi nous, les travailleurs, doivent aller. C'est ça. Mon père m'a appris à travailler et être honnête, la première chose. Je n'ai jamais eu besoin j'ai déjà eu envie, parce que j'avais envie de manger, de boire quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais osé apprendre des autres pour moi. Ça, non. Et jusqu'où est-ce qu'elle se situe, cette honnêteté-là ? Moi, dans ma vie, à moi, je remets beaucoup en question le travail, parce que dans cette société où on vit, on en parlera sans doute plus après, où l'argent prime surtout. Quand on se retrouve à travailler pour des entreprises qui, par exemple, exploitent des gamins au Brésil ou dans d'autres pays, allez, je vais pas dire que vaut mieux voler le sac d'une mamie, mais pour moi, la collaboration, elle se situe à plein de niveaux, et que pour moi, il n'y a pas de... Le choix, il est ambigu, c'est-à-dire au niveau de la valeur d'un acte, entre passer tout son temps à donner son temps de vie et d'énergie à travailler pour une entreprise qui non seulement pourrit la planète, mais est une esclavagiste, quoi, et ne pas travailler. Moi, c'est une question que je pense qu'il va vraiment falloir se la poser de plus en plus. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Attends, j'ai pas bien compris la question que vous avez posée. La question de travailler de plus en plus. La question de l'honnêteté du travail, à savoir que oui. Si on travaille pour des entreprises qui font bosser des gamins, qui oui. sont responsables du chômage, qui sont responsables de la pauvreté, est-ce que c'est un travail honnête, ça, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas travailler ? Ça sont des gamins, il faut pas travailler. Hein. D'abord, c'est pas nous qui doivent intervenir.
Si ces gens mettent des gamins mineurs à travailler, ça c'est la police, je sais pas qui, le gouvernement qui doit intervenir, c'est pas nous. Et si c'est les mêmes, si les gouvernements et les entreprises c'est le même Mais business? c'est toujours comme ça. Et Ici au Brésil, c'est toujours comme ça. c'est comme ça, D'abord, c'est comme ça ça partout, en fait. c'est le gouvernement qui commence avec ça. C'est pas les pauvres qui volent les pauvres, ça sont les riches qui volent. C'est pas ça sont pas les gamins qui travaillent. Hein. Ça sont les gouvernements qui prennent l'argent. Ça c'est sûr. Donc on sait rien faire. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Là justement, là on va pouvoir enchaîner sur là Voilà. où on en est Voilà. maintenant. On essaye de trouver une formule pour ça, mais on n'a jamais. Alors je propose dans un premier temps peut-être que Bismarck et Pedro s'expriment un petit peu en brésilien parce que c'est une langue très jolie, chantante et je crois que ça vaut la peine de vous entendre. Vous avez peut-être des choses à dire pour les Brésiliens qui nous entendraient ce soir. Dites-le dans votre langue. Eu quero agradecer a vocês que estão aí do outro lado escutando a gente. Foi uma missão muito boa, com as discussões que a gente teve. Eu espero que vocês todos entenderam o que a gente falaram aqui. Mandar um abraço aí pra vocês. E é isso aí, tamo junto e misturado. Eu queria mandar um abraço para todos os brasileiros e todo mundo que está escutando a gente. Espero que... Um abraço para toda a mulherada bonita da Bélgica. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer comme à l'habitude, c'est-à-dire depuis 3 ans, mon émission, par les mots que tous les auditeurs connaissent. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille. Trop souvent,